Et donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Bataillon, donc, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est aussi professeur associé au Centro de Investigación y Docencia Económica au Mexique. Il s'est spécialisé dans l'étude de l'Amérique latine depuis 40 ans. Et il a dirigé de nombreux ouvrages collectifs. Il est aussi co-directeur de la revue Problèmes d'Amérique latine et auteur de 2 livres, Genèse des guerres internes en Amérique centrale, Paris les belles lettres 2003 et Enquête sur une guérilla, Nicaragua 1982-2007, paru en 2009, tous 2 traduits à l'espagnol. Il prépare à l'heure actuelle aussi plusieurs ouvrages. Et il a réalisé avec Clara Ott un documentaire, Nicaragua, une révolution confisquée, donc un documentaire de 86 minutes, qui a obtenu le prix des jeunes journalistes au Festival du film d'histoire de Pessac. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse. Merci beaucoup d'intervenir dans cette journée d'études sur la Llorona. Le titre de l'intervention est La Llorona ou l'impossible procès Ríos Montt. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Je vais parler en français parce que je pensais qu'il fallait parler en français. J'aurais pu parler en espagnol. Je voudrais essayer de réfléchir en sociologue, historien, et un petit peu à la façon de quelqu'un qui a été cité un peu avant, qui est Ferro, sur qu'est-ce que raconte ce film sur l'histoire du Guatemala, qu'est-ce qu'il met en scène très subtilement, et comment il faut éclairer ces pans qu'il met en scène. D'une certaine façon, c'est évident, et Jairo Bustamante l'a dit ce matin, dans son film, La Llorona, il explore à la fois le procès, mais l'histoire d'un général de fiction qui est le double d'Efraín Ríos Montt, qui est un personnage qui a surplombé la politique guatémaltèque à partir de 82, moment où il a été chef de l'État à la suite d'un putsch. Ce qui paraît tout à fait intéressant dans le dispositif narratif, c'est ce général qui est en proie à une Llorona qui le persécute après le début de son procès et où la maison qui devrait être le lieu de son refuge devient le lieu de sa persécution et le gynécée de femmes qui devraient le protéger sont celles qui vont finir par l'agresser, à l'exception de sa fille naturelle, qui est sa domestique, et qui est une indienne Ixchil, ce qui me semble extrêmement important et très subtil dans la vision qui est donnée des rapports interethniques au Guatemala. C'est-à-dire, il y a des bons Indiens qui sont assimilés et protégés par les classes dominantes et qui rentrent dans des rapports d'ancien régime avec eux. Ils sont des dépendants auxquels on doit protection. Et ceux qui refusent cette position doivent être éliminés. Ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est comment c'est la jeunesse, sa petite fille, qui met en question tout l'artifice autour du général et qui s'interroge en voyant les gens manifester devant la maison de son grand-père, l'accusé de génocide, qui voit le harcèlement sexuel, les conduites de son grand-père devant la jeune domestique qui est arrivée, le départ des domestiques, c'est ensuite sa fille, la mère de Sara Natalia, qui est médecin, protège son père et commence à douter de ses dires et qui entend la voix des femmes Ixchil au procès, qui se dit mais est-ce qu'elles n'ont pas raison? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ça remue des souvenirs d'enfance et des scènes entre son père et sa mère quand son père repartait en opération et sa mère lui dit « Mais tu écoutes qui tu fréquentes, c'est des putes, c'est des communistes, comment tu peux leur donner foi à ce qu'elles disent? Ce n'est pas possible. » Et la fille lui dit « Mais souviens-toi de ces scènes de mon enfance et de ta jeunesse. » Et la mère se met aussi à douter, et le doute est dans le rêve. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fort et qui renvoie, disons, bien évidemment, à la psychanalyse. Et c'est finalement la mère, la femme, qui aurait dû être la protectrice, qui assassine son mari, et comme s'il y avait un espèce de retour du refoulé, d'une impossible justice dans l'espace public, et c'est dans l'espace domestique qu'on rend la justice en mélangeant le monde privé et le monde public.
Et disons, le film reprend l'histoire du procès et de l'histoire de Rios Montt, qui ne pourra être jugé qu'à partir de 2012, puisque jusque-là, j'y reviendrai, il a joué un rôle politique de premier plan. Ce que laisse très bien deviner le film et ce que raconte un certain nombre de scènes où il y a des discussions entre les militaires et le général qui prépare sa défense, c'est la dictature de Rios Montt est absolument exceptionnelle. C'est 17 mois qui ne ressemblent à aucune autre dictature militaire. Et on sait que les militaires sont un pouvoir. Ils ont été, à partir de la dictature de Ubico, qui sévit de 1933 à 1944, les primus inter pares dans le jeu des concurrents pour le pouvoir, où les groupes oligarchiques et les militaires s'accordaient pour se partager les dépouilles du pouvoir et conduire les affaires publiques. Et les militaires vont monter en puissance. Et disons, avec Efraín Ríos Montt, il y a un saut qui va être franchi. Et disons, jusqu'à son arrivée au pouvoir, Efraín Ríos Montt est un militaire, si j'ose dire, de second ordre parmi les généraux. Il a été candidat à la présidence, bien sûr, mais il l'a été pour le parti qui se faisait régulièrement voler les élections, sauf les élections municipales dans les hautes terres indiennes, qui est la démocratie chrétienne. Et c'est Txell Logerud, qui est le candidat du parti militaire dominant, le Parti institutionnel démocratique, qui est un parti copié du Parti révolutionnaire institutionnel mexicain, qui l'emporte. Ríos Montt obtient, et là encore on est dans la transaction, tu es battu, tu acceptes d'être battu à la déloyale, mais on t'offre une sinécure, un poste d'attaché militaire en Espagne. Et il revient converti à la religion évangélique et il devient un prédicateur extrêmement influent avant d'arriver au pouvoir. Il est un télé-évangéliste avant l'heure. Et il prêche à la télévision des croisades contre le communisme et une rédemption du Guatemala. Quand il est porté au pouvoir, les militaires sont dans une situation extrêmement compliquée et difficile. Au Nicaragua, la dictature la plus inamovible est tombée, et elle est tombée du fait de la conjonction de plusieurs choses, la fin du soutien américain et l'unité absolument improbable de groupes castristes, les différentes fractions du front sandiniste, et de groupes conservateurs traditionnellement opposés à Somoza. Il y a eu un pacte d'unité, il y a eu une modération du programme original des sandinistes, et il y a eu un accord qui a permis le renversement de Somoza, et il y a eu une mise au ban internationale du régime de Somoza, qui n'a plus pu se ravitailler ni en armes, ni en munitions, ni en mercenaires, qui a entraîné sa chute. Et ensuite, last but not least, il y a eu un appui extrêmement important du Venezuela, du Costa Rica et du Panama aux sandinistes, qui leur ont fourni des armes, et le Costa Rica a fourni des bases arrières à la guérilla, ce qui a été capital dans la guerre contre Somoza. Et l'armée guatémaltèque pense qu'elle est face à un schéma du même ordre. C'est-à-dire que tous les groupes révolutionnaires à l'époque pensent que c'est l'insurrection finale qui va l'emporter. La guérilla a marqué des points très importants dans les hautes terres du Guatemala. Elle a libéré certains territoires où les autorités et l'armée ont dû prendre la poudre d'escampette. Et les militaires craignent un schéma à la nicaraguayenne, c'est-à-dire un appui extérieur aux guérillas qui viendraient de Cuba, dans ces zones libérées, l'envoi d'armes de façon massive, comme ça s'est passé avec les troupes sandinistes, et un revers définitif pour eux. Et ils sont d'autant plus effrayés que, au moment où ça se passe, la révolution sandiniste s'est radicalisée, le front s'est constitué en parti dominant, et ils ont vu arriver des dizaines, des centaines, des milliers de réfugiés nicaraguayens somozistes qui leur ont raconté la justice sommaire qui s'est effectuée à certains endroits après la victoire du front, et ils se disent, si ce qui se passe au Guatemala, c'est nous qui serons les mêmes victimes, et on ne veut pas se retrouver, si on survit, plongeurs ou gardiens de parking à Miami. Donc ils ont l'impression d'être dos au mur et d'être face à deux choses. C'est on est face à la subversion communiste, on a vu pour la première fois la subversion communiste à l'époque du régime de Arbenz. Toute une partie des militaires n'ont cessé de comploter contre lui pour enfin appuyer des comploteurs venus de l'extérieur et appuyés par Somoza et les États-Unis. Ils ont eu une deuxième vague de peur devant une possible subversion communiste qui a été les guérillas des années 60, qui étaient infiniment moins menaçantes, mais qu'ils ont réduit à merci. Guérillas qui se passaient dans l'Oriente et dans des zones absolument pas indigènes, dans la Sierra de Minas. Et là, ils sont face au très vieux fantasme des classes possédantes
centra-américaine, qui est la jacquerie indienne qui embraserait tout. Et disons, la dernière grande peur dans l'histoire centra-américaine, c'est le soulèvement de 1932 au Salvador. Et ils ont l'idée que là se conjugue la menace communiste et la jacquerie indienne. Donc, ils se sont lancés dans une campagne de terreur systématique, d'abord contre les militants urbains des différentes fractions de la gauche, de la démocratie chrétienne et de l'Église, de manière à tuer dans l'œuf toute tentative de constitution d'un gouvernement provisoire d'unité nationale contre les militaires. Et à partir de 1981, ils déclenchent une contre-offensive d'une brutalité inouïe et d'une désorganisation totale dans les hautes terres qu'ils jugent acquises à la guérilla. Désorganisation totale, je vous explique pourquoi, et disons un des militaires chargés par Ríos Montt de remettre de l'ordre dans l'armée après, le racontait très crûment dans les années 80, les vols sont tels au sein de l'armée que vous avez des soldats qui vont combattre avec des rangers qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas de munitions, qui n'ont pas de rations de combat, qui n'ont pas de poncho, qui n'ont pas de sac à dos. Il manque des pièces détachées pour réparer des camions, il manque des pièces détachées pour réparer des hélicoptères, et comble du comble, les aviateurs travaillent le matin pour l'armée et l'après-midi pour les finqueros, pour lesquels ils épandent des insecticides, mais ils font de l'argent en plus, et tout ça ne pose de problème à personne. À la fois, le pays est au bord de la défaite du pouvoir institutionnel et des forces armées, et en même temps, au sein des groupes dominants, on continue des bonnes petites habitudes de prévarication, comme si de rien n'était. C'est là qu'un groupe de jeunes officiers, des capitaines et des lieutenants-colonels, ont une concertation extrêmement organisée et disent on balaie ces canailles, ils ont encore fraudé aux élections de 82 et on veut un gouvernement de choc efficace et non corrompu. Et c'est là que Ríos Montt est l'homme de la situation. Et que, d'une certaine façon, il va déclencher une croisade. Et il va complètement réorganiser les forces armées en déléguant ça à un militaire qui est un excellent tacticien, qui est Gramajo, qui va réorganiser un plan d'ensemble tout aussi violent que celui qui avait lieu auparavant, mais la différence, c'est qu'auparavant, vous aviez des unités de combat qui pouvaient partir 24 heures, 48 heures, 72 heures, combattre sans rendre compte, on ne savait pas ce qui se passait, il se passait les crimes les plus odieux, mais tout ça se faisait sans schéma d'ensemble. Alors que là, et c'est très bien montré dans le cauchemar de la femme du général, vous avez des officiers qui sont sur le terrain, qui dirigent des gens, qui leur font faire les crimes les plus atroces, mais avec un dessein stratégique. On n'est plus dans l'ivresse et l'orgie du combat, mais dans la destruction méthodique de l'ennemi. Alors qu'auparavant, il y a eu une espèce d'entrée dans une voragine de violence où tout d'un coup, on ne savait plus très bien où on allait. Et c'est, disons, le moment où la guérilla est acculée, où soit elle est battue, un certain nombre de gens sont assassinés, soit elle se replie avec armes et bagages au Mexique, en passant par le Petén, et une partie des populations paysannes s'enfuient avec elle dans les camps de réfugiés au Mexique ou nomadisent dans les hautes terres. Et disons, et le film montre très bien l'opération Sophia, dont on a trouvé les documents et qui a permis d'engager un procès contre Ríos Montt, c'est-à-dire une zone que l'armée a pensée absolument acquise à la guérilla, où elle a commis des massacres effroyables et où on a une très bonne vision du dessein des militaires. C'est-à-dire ils ont divisé la zone en zones amies, où les populations étaient ralliables, corvéables à merci et esclavagisables, et des zones ennemies où les gens devaient être tous exterminés. Ce qui donne une petite idée de la brutalité et de la monstruosité de la chose, c'est que sur 100 000 personnes, il y a probablement presque 2000 personnes qui ont été tuées, et avant tout des gens qui n'étaient pas des combattants. 80% des villages ont été rasés, ça veut dire brûlés systématiquement, avec des arbres fruitiers coupés, des champs brûlés, du bétail exterminé, et 60% de la population s'enfuit et tente de survivre dans les montagnes. Et disons, pendant le pire des années de la guerre, c'est-à-dire
78-83, c'est presque 200 000 personnes qui ont été tuées. Donc, ce que je voudrais comprendre, c'est les ambiguïtés du procès. Ríos Montt va être destitué par ses pairs parce qu'il dérange. C'est-à-dire, il a un projet qui, toute proportion gardée, doit être comparé à celui de l'OAS dans l'Algérie française. C'est-à-dire qu'il dit, il faut qu'on crée une nouvelle nation guatémaltèque, on va assimiler un certain nombre d'Indiens qui sont partisans d'un monde métis que nous dirigerions, mais dans lequel ils auraient une place. Et tout ce système des PAC est quelque chose qui a permis une mobilité sociale absolument formidable à toute une frange de la paysannerie indienne. C'est-à-dire que ces gens qui se sont ralliés par idéologie ou par la contrainte au dessein de l'armée, ils se sont emparés des terres de leurs voisins, ils ont réduit en esclavage un certain nombre de femmes, ils ont pillé les biens de leurs voisins et ils sont devenus de nouveaux petits coqs de village. Et cette chose a été très bien décrite dans la thèse d'un anthropologue américain, Paul Cobra, qui malheureusement n'a jamais été publié ni en anglais et encore moins en espagnol, où il montre comment cette guerre, elle se greffe sur des conflits fonciers très anciens, qui datent de la réforme agraire de Arbenz, où ça n'a pas du tout été paysans pauvres, indiens et métis contre oligarques, mais communauté contre communauté qui visaient les mêmes communs ou les mêmes fincas cafétaillères des Allemands qui avaient été confisqués par Ubico. Donc il y a ces vieux conflits qui sont des conflits locaux qui ont pris un langage politique contemporain, communisme versus anticommunisme, et qui en même temps plongent dans une histoire de communautés extrêmement violentes. Et disons, le premier film de Jairo Bustamante qui montre ces communautés paysannes, c'est pas un Éden. C'est-à-dire, c'est un pouvoir patriarcal, c'est un pouvoir de caciques, c'est des gens qui sont articulés aux grands finqueros, avec toute une chaîne de complicité, où, comme me disait la première fois où j'ai été au Guatemala dans les années 80, un journaliste, tu sais, ici, c'est pas comme dans les westerns américains. Il n'y a pas des bons et des mauvais, il y a d'infinies variétés de gris. Et là, c'est ce que montre très bien le film. Et donc, le procès de Ríos Montt et son débarquement, c'est on le chasse parce qu'il veut créer quelque chose dont l'oligarchie ne veut pas. Et toute, disons, la théologie évangéliste, c'est on veut des nouveaux élus. Toute cette idée de reborn Christian, c'est l'idée qu'on casse toutes les vieilles hiérarchies guatémaltèques. Il y a une dynamique d'égalisation des conditions qui se passe au milieu de massacres invraisemblables, mais qui est formidable pendant la guerre. Et ça, l'oligarchie n'en veut pas et balance Ríos Montt là-dessus. Ils veulent conserver le pouvoir, mais ils ne veulent pas trop que cette dynamique bouge de choses. La deuxième chose très importante à comprendre, c'est que les militaires, et ils le racontaient très bien au moment de l'organisation de ce qu'on a du mal à appeler la transition démocratique, en 84-85, quand ils commencent, ils disent voilà, il faut qu'on lâche le pouvoir parce qu'on va être mis au banc de l'humanité, on va être exclu de l'ONU et tout est possible. C'est après la déclaration franco-mexicaine sur la reconnaissance de la belligérance du Front Farabundo Martí. Ils ont très peur de quelque chose comme ça. Ils disent il faut qu'on lâche du lest. On a exterminé la guérilla. Elle ne représente plus un acteur militaire dangereux. Ils existent à l'extérieur. Politiquement, ils existent, mais ils ne sont plus un danger. Donc, on négocie. Et qu'est-ce qu'on négocie avec les élites civiles et la DC qu'on va laisser gagner les élections? S'ils l'emportent, on respectera le suffrage. C'est, à la différence des militaires argentins, nous avons gagné la guerre, nous ne battons pas en retraite, nous acceptons de laisser le pouvoir, mais vous nous laisserez la main mise sur une partie des zones rurales et on ne veut pas démanteler les PAC. Les PAC qui sont tout un équilibre de pouvoir et tout aussi, qui sont articulés à tout un mécanisme d'appropriation foncière auquel ont participé les militaires dès les années 70 avec la Franja Transversal del Norte et le projet de colonisation agraire vers le Petén et qui se poursuit pendant la guerre. Donc, et l'autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que non seulement une partie des élites et tous les militaires ne veulent pas entendre parler d'un quelconque procès, mais tous les gens qui ont participé au PAC, qui ont commis des atrocités immenses, certaines ont été ordonnées par les militaires. Et dans un certain nombre de zones, c'est les gens qui ont agi de leur initiative. Ça a été une terreur décentralisée qui a repris des vieilles pratiques de règlement de compte dans les communautés
rurale, indienne ou métisse. Vous avez un article très célèbre d'une anthropologue américaine, June Nash, qui s'appelle This as a Way of Life, qui parle de ces communautés dans les années 70 et qui montre comment, face à des accusations de sorcellerie, on règle leur compte aux supposés sorciers. Et là, vous avez un déplacement de ces pratiques dans un langage politique contemporain qui est exacerbé, mais vous avez un fond où il y a une rencontre entre deux types de pratiques. Donc pour tout ça, toute une partie des gens ne veut pas de ce procès. Et dans la politique guatémaltèque, il est considéré comme légitime jusqu'au procès Ríos Montt que les mengalos, comme pour employer un adjectif employé par Asturias dans le Señor Presidente, les mengalos trinquent dans les guerres. C'est-à-dire qu'on se défie, on pactise entre élites, mais avant, on tue des gens de l'autre bande. Et ça s'est fait de façon exponentielle à des degrés jamais vus avant, mais on est dans un registre non pas de l'anormal, mais du tolérable qui doit être encadré. Et, disons, je pense qu'il faudrait regarder tout ça en prenant une séquence de temps beaucoup plus long depuis les guerres de l'indépendance, en particulier la fameuse guerre des Altos, où Carrera, surnommé le Porcher par les libéraux, mobilise les groupes indiens au profit des conservateurs. Il y a une éphémère République des Altos, et vous avez eu une mobilisation des classes populaires dans des guerres civiles. Et là, d'une certaine façon, avec ce qui ne s'est pas passé lors du putsch contre Arbenz, mais c'est ce qui se passe là dans les affrontements encadrés par les militaires contre les villages supposés acquis à la guérilla, c'est cette mobilisation et cette intégration, cette participation des groupes sociaux populaires à cette guerre. Pourquoi le procès a au final pu avoir lieu? Il y a des gens qui ont eu une rigueur obstinée, qui sont un petit groupe de gens autour de Rigoberta Menchú et un ancien commandant, des gens liés à l'EJP. Je pense à Gustavo Meoño, qui a été responsable des archives de la police et qui a dû partir en exil en Argentine. Je pense à un historien proche de l'EJP qui en était un des porte-parole en France, qui est Arturo Taracena, qui n'ont eu de cesse que d'essayer de voir comment la justice internationale pouvait permettre de mettre en accusation Ríos Montt, et ils y sont arrivés par le truchement de la justice espagnole, et devant la possibilité que Ríos Montt soit jugé en Espagne, la justice guatémaltèque a commencé à se mobiliser. Et ce qui me paraît très intéressant là aussi, c'est la façon dont il a été inculpé pour génocide. Le crime de génocide est un des rares crimes imprescriptibles. Et en même temps, il me semble que si monstrueux et, disons, s'il méritait amplement la peine à laquelle il a été condamné avant que le jugement soit cassé, le terme de génocide n'est pas le bon. Au sens où si vous comparez ces guerres qui ont eu lieu en Amérique, ces guerres civiles qui ont eu lieu en Amérique latine, toujours, ça a été des guerres depuis la colonie où on réduisait les gens en esclavage et on les intégrait dans les groupes dominés, et il n'y avait pas des gens qui étaient nés dans le mauvais berceau, comme dans le cas du génocide des Arméniens, le génocide des nazis contre les Juifs ou le génocide des Tutsis. Il y a une violence monstrueuse qui est déployée et en même temps une récupération et une place qui est faite dans le nouveau régime ou dans le camp dominant aux vaincus, pour peu qu'ils acceptent cette situation subalterne. Et disons, le meilleur exemple, c'est celui de la ama de Llaves du général. Elle est sa fille naturelle, probablement enfant d'un viol, et elle est en même temps la domestique de confiance. Ça, dans un schéma génocidaire, ce n'est absolument pas pensable. Qu'est-ce qui montre la difficulté du procès et la prégnance et le poids du FRG? En 2003, quand la Cour suprême, à la demande de politiciens traditionnels, invalide la prétention de Ríos Montt à être à nouveau candidat à l'élection présidentielle, le FRG fait descendre ses militants venus, c'est très important, des municipalités des Altos, c'est-à-dire des zones indiennes où ont régné les Pâques. Il fait descendre les gens du FRG dans la capitale et il met la capitale à feu et à sang. C'est-à-dire ils attaquent les journaux, ils attaquent les partis qui ont demandé l'impossibilité pour Ríos Montt d'être candidat et les tribunaux. Et pendant 24 heures, on ne sait pas ce qui va se passer dans Ciudad Guatemala. Bon.
Donc vous avez une capacité des gens à s'opposer à ça. La façon dont le jugement va être cassé est là aussi, à mon avis, extrêmement révélatrice de ces tensions dans la société guatémaltèque et de la porosité entre le monde politique et le monde judiciaire. Il y a des pressions absolument formidables qui peuvent s'exercer en toute impunité. Et le dernier exemple de ça, c'est la façon dont le film a été tourné. C'est-à-dire, le film n'a pas pu être tourné au Guatemala, d'une certaine façon, il a été tourné dans une possession française au Guatemala, c'est-à-dire les locaux de l'ambassade de France. Et ça veut en dire beaucoup. Et je dirais que pour une fois, on a eu des ambassadeurs français courageux dans ce genre de pays, ce qui n'est pas toujours le cas. En particulier avant, il y avait eu un monsieur qui était ami avec le Ferget. C'était peut-être pas pour rien qu'il avait parti de la cellule Rwanda à l'Élysée sous Mitterrand avant. Mais donc, si vous voulez, je trouve que le film déploie ça de façon extrêmement intelligente et que même s'il parle de génocide, il donne toute une série d'éléments pour montrer que si juridiquement c'était sans doute le seul angle d'attaque possible contre les Osmondes, du point de vue de la sociologie et de l'histoire, c'est plus discutable, au sens où ça évacue un phénomène social extrêmement important, qui est l'intégration d'une partie des vaincus dans le clan dominant. Et ça, disons, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas assez réfléchi. C'est pour moi du même ordre que les militaires argentins torturant, exterminant un certain nombre de gens des groupes d'extrême gauche, des montoneros alertes, mais plaçant leurs enfants dans des bonnes familles pour les rééduquer. Ça, c'est dans le schéma génocidaire, c'est pas pensable. Et là, il y a quelque chose que Jairo Bustamante voit très bien et très finement. Voilà, je voulais simplement conclure là-dessus et je vous remercier de la possibilité que vous m'aviez donnée de présenter tout ça. Je ne sais pas si j'étais trop long ou pas assez long, mais voilà, je me dis ce que j'avais réussi. J'avais une question pour Andrea, c'était par rapport à cette nouvelle génération de cinéastes au Guatemala dont tu nous as parlé. J'aurais voulu savoir si ce renouveau et ce foisonnement quand même de propositions cinématographiques était lié à la mise en place de fonds de soutien au cinéma au Guatemala. Bueno, efectivamente tiene una relación con los fondos que se crearon para la producción, no solamente en Guatemala, porque en Guatemala no existieron fondos precisos, sino más bien en Centroamérica. Surge Sinergia, que es un fondo centroamericano para la producción de películas, y de hecho la primera película, Ixcanul, de Jairo Bustamante, está financiada por Sinergia. Luego empieza a haber todo un proceso en Guatemala para integrarse al Fondo Ibermedia. Este fondo fue difícil de adquirir porque inicialmente, en la década del 2010, Guatemala aceptó ingresar a Ibermedia, pero cuando se dio cuenta que tenía que pagar $2.000 para la inscripción, hubo un retroceso por parte del Estado y luego, gracias a la militancia de cineastas, se pudo adherir. Entonces, esto permitió que los guatemaltecos tuvieran acceso a fondos económicos precisos destinados para Iberoamérica y para Centroamérica. Entonces, eso permitió efectivamente una emergencia de cineastas nuevos. Pero también otra cosa importante es que existe, por un lado, la formación que no solamente se va a hacer en Guatemala, sino en Centroamérica. Surge en Costa Rica la Escuela de Cine Veritas, que becó a muchos cineastas, que también habían cineastas guatemaltecos. También la Escuela Casa Comal, que aunque Jairo Bustamante dice que no hay una formación, esa formación ha permitido a ciertos cineastas a producir. Es cierto, no es una gran escuela de cine reconocida como la Escuela Internacional de Cine en Cuba o las escuelas internacionales a nivel más amplio, pero en Guatemala ese pequeño grupo de formadores ha creado por lo menos un interés en el seno de la sociedad, y yo creo que eso es lo que ha favorecido mucho también a que se desarrolle el cine en ese periodo. Moi, je ne l'utiliserai pas, je ne l'utilise pas. Je pense qu'on peut employer de façon beaucoup plus utile et beaucoup plus simple celui de massacre de masse. Ou peut-être poser d'une autre façon, est-ce qu'il y a, on va dire, un accord scientifique sur le fait de dire qu'il ne s'agit pas d'une politique génocidaire ou d'un génocide, ou est-ce qu'il y a
une diversité d'avis là-dessus. Il y a un débat. Si moi si je vais à la USAC, à Ciudad Guatemala, et que je fais une conférence sur la violence au Guatemala et que j'explique qu'il n'y a pas eu de génocide, que ça n'enlève rien à la gravité, à la monstruosité de ce qui a été commis, mais que techniquement le terme ne vaut pas parce qu'il évacue de la réflexion un certain nombre de phénomènes massifs, je sors au mieux sous les canettes de coca et au pire beaucoup plus malmené. Il y a un débat, et disons, ce qui est tout à fait intéressant, je pense à une discussion avec un des très grands sociologues guatémaltèques qui est mort il y a quelques années, Torres Rivas, avec qui j'avais fait un long entretien que j'ai publié d'abord en espagnol dans une revue mexicaine et ensuite en français dans Problèmes d'Amérique latine. Edelberto disait on a eu une discussion absolument féroce dans la rédaction de la Commission de la vérité. Demetrio Corti et d'autres intellectuels mayas ont exigé que le mot génocide soit employé. Il y a eu quasiment un vote où moi et les Taracena, on a perdu de très peu et on a employé le terme génocide, mais on nous a tordu le bras parce que pour nous, ce n'était pas un génocide. Et on ne peut soupçonner ni Torres Rivas, ni les frères Taracena d'avoir été des blandengues face aux militaires. Mais il y a un débat là-dessus qui est très compliqué. Et disons, vous avez des gens qui, aux États-Unis ou en France, vont vous dire certaines choses off et qui disent mais publiquement on ne peut pas le dire. Moi je pense qu'il faut dire simplement voilà pourquoi je trouve que ça pose problème. Ça a été le meilleur biais d'attaque pour traduire Rios Montt devant la justice, mais techniquement il y a un problème. Alors, non, pardon, je me demande si on ne peut pas utiliser le terme massacre, simplement, oui, que releva un peso importante también. No le quita nada de decir masacre en vez de genocidio. Le massacre indígena. Est-ce que finalement ça n'a pas de rapport aussi avec le processus mémoriel dans tous les pays où finalement il y a eu cette construction de la mémoire? En Espagne, il y a eu aussi le mot génocide qui est apparu parce que le génocide renvoie au pire crime et que finalement c'est une manière aussi de stigmatiser. En Espagne, il y a eu un bouquin de Paul Preston qui s'appelle le génocide espagnol. Donc est-ce que c'est pas aussi dans ces processus de mémoire qui finalement réinterprètent toujours le passé et vont aussi diviser entre victimes et victimario et victimas? Je pense qu'il y a deux choses. Que le mot de génocide, il a été employé pour la première fois en Amérique centrale lors de la guerre des 112 heures entre le Salvador et le Honduras. C'est-à-dire il y a eu des pogroms contre les Salvadoriens au Honduras et les militaires, en particulier le Che Medrano salvadorien, ont parlé de pogrom et de génocide anti-salvadorien. C'est pour ça qu'ils intervenaient et qu'ils allaient sauver leurs nationaux, puisqu'il y avait énormément de migrants salvadoriens qui travaillaient au Honduras. Et ensuite, ça a été réemployé par Ernesto Cardenal quand il a témoigné contre Somoza dans la délégation panaméenne à l'OEA en 78 ou en 79, où il a dénoncé des tueries dans les zones nord caféières, dans les Segovias, quand la garde ratissait pour chasser les guerrilleros sandinistes et ils ont exterminé des familles de paysans. Et là, le terme de génocide a été réemployé. Et ensuite, dans l'accusation portée contre Somoza, c'était El dictador genocida. Et c'est ensuite, mais ça correspond, c'est très intéressant, ça apparaît au moment où on emploie aussi en parallèle le terme contre les Khmers rouges. Et je pense que ça renvoie à un autre phénomène qui est de dire, et je comprends tout à fait, et je peux être le premier exaspéré par ça, c'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a deux champs historiographiques qui sont à la pointe des recherches, avec des recherches d'une subtilité absolument invraisemblable. C'est probablement l'histoire de Florence à la Renaissance et l'histoire de la Shoah. Vous avez un nombre d'historiens, une espèce de force de frappe intellectuelle absolument majeure qui s'est déployée, et donc il y a toute une série de gens qui disent, mais il y a toute une série de massacres oubliés, qui sont très importants, qui sont structurants pour la vie d'un certain nombre de pays, et personne ne travaille dessus parce que c'est pas rentable intellectuellement. Et du coup, il y a la demande d'intérêt, de dignité, d'égale dignité de ces tueries, en disant, voilà, dans un cadre d'égalisation des conditions entre les hommes et les nations, eh ben, ces tueries, cette histoire coloniale, cette histoire postcoloniale, elle n'est pas moins importante que celle des guerres dans les pays centraux. Ce qui est tout à fait légitime. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a une spécificité du génocide, disons, pour moi, ce qui sont les trois grands génocides, en suivant un certain nombre d'historiens, et je pense à quelqu'un pour qui j'avais une grande admiration, Vidal Naquet,
Vidal, qu'on ne pouvait pas supposer de tendresse pour les brutalités coloniales, disait non, il y a 3 génocides, les Arméniens et les Juifs. Je pense qu'il était mort au moment du début des tueries au Rwanda, mais il aurait été d'accord pour reconnaître là un 3e génocide. Il y a ces 2 choses qui sont tout à fait spécifiques. Et il ne faut pas, l'historien comme le sociologue doivent être rigoureux sur ces choses-là. Et ce n'est pas simplement le goût du purisme de langage, c'est ce langage évacue une dimension sociale qui est absolument capitale. Il nous rend aveugles à certains faits sociaux. Une question? Alors, je pense qu'elle s'adresse peut-être à Diane, qui est, pouvez-vous revenir sur le concept du communisme en lien avec le film La Llorona, et donc plutôt sur le terme comunista. Et je pense qu'il fait référence aux 3 autres termes de indigena, hueco et communiste. C'est ça. Oui, donc c'est la 3e insulte qui est, selon les explications de Jairo Bustamante lui-même, il est revenu à plusieurs reprises dans ses interviews sur cette répartition en 3 films, 3 insultes. Et ça renvoie en fait à tout ce contexte historique, politique qui a été présenté bien mieux que moi évidemment par Gilles Bataillon. En fait, il s'agit de réduire les victimes, en tout cas par les détracteurs de la guérilla, il s'agit de réduire les victimes de ces massacres massifs à des communistes. C'est la vision très schématique que dénonce d'une certaine manière Bustamante dans ce 3e film, en référence à ce contexte-là. Donc je renvoie à tout ce que vous avez développé dans votre présentation bien mieux que moi. Vraiment la dimension beaucoup plus historique, plus marquée que dans les films précédents où il s'attardait sur les questions d'homophobie et sur la position des Indiens dans Ishkanul. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Magali, tu veux intervenir? Moi, je prends ma place dans la liste de questions. C'est maintenant? Oui. Ouais. Je vous remercie, Gilles Bataillon, c'était lumineux et je pense que c'est absolument essentiel pour nos étudiants de ne pas poser le terme de dictature, fascisme, enfin tous ces termes-là. Je dirais, il y a une prudence qui est obligatoire, donc non, ça n'est pas simplement une bataille de langage, évidemment, c'est très important historiquement de placer tout cela. Et je reviens sur ce que vous disiez sur l'intelligence de Bustamante et de poser quelques mots et ensuite de laisser les gens faire leur chemin avec les réalités historiques. Et il y a notamment quelque chose qu'il raconte souvent dans les interviews et dont il m'a parlé en juillet, qui était le fait que, selon lui, son film, bien sûr c'est Ríos Montt, tout le monde le voit, la photo, voilà, mais il pensait que ce dictateur ne méritait pas un film. Et il dit la raison pour laquelle je ne l'appelle pas comme tout le monde entend qu'il s'appelle, c'est que je me refuse à faire un film sur lui. Je souhaite qu'un dictateur soit une personne qui soit un archétype. Et en ça, il dit, je m'inspire de tous ceux qui ont été éduqués dans les mêmes écoles aux États-Unis et ailleurs. Et donc je pense que j'en fais un archétype et je vois si derrière une humanité s'ouvre. Et je vous demande ce que vous pensez de son traitement de la figure du dictateur dans le film. Mais je trouve qu'elle est très bien parce que, si vous voulez, on a l'idée du dictateur comme l'homme seul qui prend le pouvoir et qui s'impose. Disons, il y a 2 choses qu'il faut rappeler. Jusque dans les années 70, le régime démocratique, c'est-à-dire la séparation du pouvoir de la loi, ce que Lefort a appelé la désincorporation du pouvoir, c'est pas la norme. Il y a l'idée que, en ultima ratio, c'est l'Église qui a la haute main et le dernier mot sur l'ordre du monde, et que l'homme est un pécheur, et que la politique, c'est des arrangements entre les gens compétents qui négocient après les épreuves de force. Et c'est qu'à partir des années 70 et après les épisodes dictatoriaux que va se faire jour une série de prises au sérieux des thématiques démocratiques, au travers en particulier de la défense des droits de l'homme, qui au départ sera instrumentale et ensuite va devenir une forme de société. Bon. Et jusqu'auparavant, en Amérique centrale, il y a l'idée qu'il y a des oligarques qui font des pactes, qu'on admet des gens nouveaux dans le cercle des concurrents oligarchiques, et que les dictateurs, c'est des dictateurs qui naissent avec un certain consensus. On charge un tel, pendant un temps, d'assumer les pouvoirs, et les choses tournent. Et disons, Ríos Montt, c'est typiquement ça. Et c'est son ministre de la Défense qui le débarque. C'est Mejía Victores. Et disons, on a vraiment l'impression d'imaginer. Et moi, je me souviens des premières enquêtes que j'ai faites au Guatemala dans les années 80. C'était au moment où on discutait avec l'ADC de la démocratie chrétienne de comment on allait organiser la transition. Et on sentait que les militaires, c'était un corps qui délibérait.
On pouvait les trouver antipathiques, brutaux, mais c'était un corps délibérant de gens, pour une part, extrêmement intelligents et habitués à négocier avec tout le système des tendas, c'est-à-dire des promotions des gens qui étaient passés à la même époque à l'école polytechnique, qui avaient droit à un certain nombre de prébendes, qu'on se répartissait, qu'on tournait. Et donc c'est un monde, si vous voulez, d'arrangement extrêmement sophistiqué. C'est un monde où à la fois il y a une incroyable brutalité à certains moments et un sens de la négociation qui surprend tout le monde. Et disons, il y a un sociologue péruvien qui a longtemps travaillé en France et qui est maintenant au Chili, qui est probablement le meilleur sociologue de l'Amérique latine, qui moi me donne des complexes, qui est Danilo Martuccelli, qui a fait un livre absolument génial qui s'appelle Existe en individuo en el sur, où il parle de l'Amérique latine. C'est un livre qui a été publié au Chili, qui va être publié en français enfin. Et Danilo dit, voilà, l'Amérique latine, et comme la plupart des pays du tiers-monde ou du Sud, il se caractérise par une très faible densité institutionnelle. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en Amérique latine, depuis la colonie, ont peu d'autorités présentes, où la densité de ces autorités est ridicule par rapport aux métropoles, et donc ils ont un génie du lien social, c'est-à-dire de la discussion, de l'arrangement, au besoin de la transaction par la violence, mais après des épisodes de violence inouïe, on renégocie toujours. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et disons, le problème des sciences sociales, c'est que toute la sociologie a été construite pour parler des pays centraux où il y a une densité administrative et des appareils d'État invraisemblablement puissants. C'est les fameuses réflexions d'Elias qui ont inspiré Foucault et Bourdieu. Mais Foucault et Bourdieu, c'est vraiment la boussole qui vous fait vous perdre si vous allez en Amérique latine. Ça permet de rien comprendre. Parce que les appareils de pouvoir sont la domination, contrairement à ce qu'ils pensent, et fragmentaires, se recomposent en permanence. Et c'est ça que montre très bien le film de Jairo González. C'est-à-dire, quand les militaires discutent entre eux, ils disent voilà ce qu'il faut faire, ils discutent et ils disent si le général tombe, on tombe tous. Bon, de la même façon, dans le film Temblores, cette société, cette bonne société, d'abord ce qui est très intéressant, qu'on n'a à mon avis pas assez souligné, c'est qu'elle est évangéliste. Elle n'est plus catholique, elle se recompose. Et là encore, c'est le génie du lien social, c'est-à-dire l'Église catholique est en perte de vitesse et il y a des gens qui réinventent des formes associatives. Alors, elles peuvent être construeuses, peuvent être homophobes, verticales, mais on crée des choses nouvelles. Elles nous déplaisent, moi, elles m'horrifient, mais je suis obligé de comprendre que c'est, comme sociologue, que c'est du nouveau par rapport à ce qu'était l'Église catholique avant. Et c'est ça qu'on ne voit pas. C'est des sociétés qui sont en très profond bouleversement. J'ai encore deux questions. La première, donc, pourrait-on dire que le film de La Llorona représente non seulement l'histoire d'un massacre au Guatemala, sinon l'histoire de l'Amérique centrale, en représentativité? Pour une part, oui, sauf que, disons, il y a quand même ce poids indigène au Guatemala qui n'existe nulle part ailleurs en Amérique centrale. C'est-à-dire dans un pays qui est celui que je connais le moins mal, qui est le Nicaragua, qui a effectivement une moitié du territoire qui était indigène, mais il y avait entre 5 et 10% de la population qui était indigène, ce qui changeait complètement la donne. Alors que là, il y a la moitié ou plus de la moitié de la population qui est indigène, ce qui est vraiment un phénomène nouveau. Et disons, au Salvador, après 1932, le Salvador s'est désindigénisé. C'est-à-dire que les Nahuatl ont eu tellement peur après le massacre qu'ils ont abandonné tous les signes ostentatoires de leur indianité. Ils n'ont plus parlé nahuatl en public et ils n'ont plus porté le traje, le calzón pour les hommes et le huipil, ou l'équivalent du huipil pour les femmes. Donc là, il y a vraiment... Mais disons, ce qui est vrai, c'est ce mélange de violence et de négociation. Oui, c'est le cas dans toute l'Amérique centrale, sauf probablement au Costa Rica, qui a une histoire différente parce que l'état civil est loin et tout le monde peut se déclarer métis et il y a des populations indiennes très peu denses, nomades, qu'on n'asservit pas, et les Espagnols qui arrivent là-bas, c'est ceux qui sont incapables d'aller jusqu'au Pérou, qui sont les éclopés de la conquête et qui deviennent des paysans plus ou moins riches sur place, mais qui vivotent et qui ont peu de main-d'œuvre à servir. Et comme en même temps, tous les métis qui vont naître de leurs unions plus ou moins forcées avec des indiennes se déclarent métis, il n'y a pas ce système, et il n'y a pas de Repúblicas de Indios avec la même force au Costa Rica, alors que ce clivage Repúblicas de Indios, Repúblicas de Españoles, ça va conditionner très fortement l'histoire des autres pays au nord. Alors, est-ce que je peux me permettre simplement d'ajouter quelque chose? Je trouvais que c'était vraiment
très bien le résumé que vous avez fait, mais je pense qu'il faut peut-être aussi réfléchir à la période des guerres civiles en Amérique centrale. Le cas du Nicaragua et le cas du Salvador, il y a des différences bien sûr, mais il y a des similitudes, et donc c'est des contextes qui se ressemblent, et donc notamment pour le travail du dossier, du CAPES, il y a des documents intéressants à voir parce qu'il y a certainement de liens entre ces pays et des contextes intéressants à réfléchir un petit peu plus. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais bon, je vous laisse réfléchir. Alors, il y avait une question pour Diane, à laquelle... alors, attendez, c'est déjà passé. C'était sur l'animiste. C'était sur l'animiste, mais peut-être que... est-ce qu'on arrête ou on continue et puis on prend 5-10 minutes de plus Ce que je vais fermer le chat et on va finir avec ce qu'on a là. D'accord, parce qu'il y avait une question qui a disparu là et qui était sur le réalisme magique et... Qu'est-ce que l'animisme? L'animisme, Ouais. qui peut répondre. Oui, alors en fait c'est l'un des axes développés dans la typologie de Eric Camay Freixas, qui a proposé donc une relecture des auteurs les plus représentatifs du réalisme magique hispano-américain. Et ça me semblait intéressant d'utiliser cette entrée-là pour Ishkanul évidemment, où les éléments naturels semblent dotés de vie propre. C'est le cas du volcan et c'est vraiment une piste qu'explore Jairo Bustamante dans ce film, d'autant plus que le volcan fait aussi écho à la trajectoire de la protagoniste elle-même. Et j'aurais souhaité aussi développer ce point dans la troisième partie sur la Llorona, dans l'utilisation de l'eau. J'imagine que les collègues vont en parler cet après-midi, mais l'eau reprend en partie cette connexion animiste, en tout cas avec l'héritage du réalisme magique. En même temps, c'est adapté au contexte fantastique mis en place par Bustamante, dans la mesure où c'est mis en lien avec les apparitions fantasmales d'Alma, de la Llorona, effectivement. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est adapté à l'esthétique, à l'écriture de Bustamante, mais qui reste, et il l'a redit ce matin, il reste en partie héritier du réalisme magique. Alors, il y a une question aussi sur la psychanalyse, les rêves de Carmen. Disons, c'est du Dolto pour tout le monde, mais il y a vraiment l'idée que le rêve révèle des choses qu'on n'arrive pas à dire autrement, et là c'est vraiment le retour du refoulé. C'est simple et ça fonctionne très bien. Je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires, mais c'est vraiment... Moi, je sais que dans le petit entretien que j'avais fait sur le film, la première chose à laquelle j'avais pensé avant la psychanalyse, c'était au vers de Hugo dans La légende des siècles, et l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est vraiment ça. Et c'est la même idée d'ailleurs. Et ensuite, une question qui est intéressante, dans quelle mesure pouvons-nous évoquer le passé colonial afin d'évoquer les inégalités, les atrocités au Guatemala et en Amérique hispanique et dans la Llorona? C'est large. C'est la question de Miguel. Dissertation de 4 heures. Ouais. 2 minutes pour c'est bon, allez. Yo creo, no quiero resumir, pero creo que hay 3 puntos importantes para destacar. Uno es el problema etnorracial que surge desde la colonia. Este problema que está centrado en la película es un problema que ha existido en Guatemala quizás más que en otros países, y notablemente más que en otros países de Centroamérica. Otro problema es la cuestión de la distribución de la tierra en América Central de manera general, pero en Guatemala, cómo se distribuye la tierra. Hay estudios en los cuales revelan que las familias que hoy día tienen la mayoría del territorio guatemalteco son familias herederas de la colonia. Entonces vemos como no solamente el poder, como lo mencionaba muy bien Gilles Bataillé, sino que también la tierra, que es la que genera los más grandes recursos económicos en el país, están acaparados por una parte del poder. Y esa parte del poder se ha distribuido de mano en mano entre las mismas generaciones. Y no sé si hay algo más que quieran agregar. Pues muchísimas gracias. Creo que podemos cerrar para esta mañana y volvemos a las 2 menos cuarto en punto. Muchas gracias. Lloraban tu tierra, llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra, llorona, tu tierra.